Maintenant que vous avez défini l'entreprise ou les entreprises qui vont faire la construction, vous avez fait établir les plans par le bureau d'études et par l'architecte. Donc vous êtes prêt pour démarrer la construction de votre maison. Seulement, juste avant de démarrer, il faut demander ce qu'on appelle le plan de bornage auprès des services compétents et des administrations compétentes. Donc, c'est des plans qui comprennent les coordonnées de votre parcelle et, se mettre d'accord avec un topographe pour faire l'implantation sur place. L'implantation sur place, c'est-à-dire, c'est une sorte de repérage de votre parcelle en fonction des coordonnées que vous avez sur votre plan de bornage. Donc, si c'est une petite construction, sans complexité, sans rien, à partir de cette implantation, vous allez pouvoir tout de suite après, vous allez pouvoir démarrer la réalisation de votre construction. Parce qu'il est facile de déduire à partir des limites, il est facile de déduire, par exemple, le sens, etc., des plans d'exécution. Mais si votre construction elle est complexe, ou bien c'est une grande construction, ou c'est une construction qui comprend, par exemple, plusieurs annexes, à ce moment-là, il faut que votre architecte ou votre bureau d'études, il faut qu'il vous établisse ce qu'on appelle un plan d'implantation. Ce plan d'implantation, en fait, c'est un plan, c'est une sorte de plan de masse qui va comprendre, en plus justement du plan, elle va comprendre des coordonnées et c'est ces coordonnées qui vont permettre au topographe de faire le lien entre les coordonnées, entre les implantations, les implantations sur place, entre les limites de votre parcelle et le plan que vous avez. Donc, dès que cette opération elle est faite, à ce moment-là, vous êtes enfin prêt pour démarrer la construction proprement dite de votre maison. La construction, elle commence par des préparatifs. Les préparatifs, c'est l'entreprise, évidemment, qui doit le faire, hein, de préparer ce qu'on appelle des chaises. Donc, les chaises, c'est un ensemble de madriers en général, qui vont être installés de manière latérale un peu en retrait par rapport aux limites de votre maison. Donc, cet ensemble de madriers, ça permet à l'entreprise de faire une implantation de ce qu'on appelle les axes et les fils. Les axes et les fils, c'est un peu des lignes qui se croisent, qui sont définies dans les plans, dans les vues en plan, qui portent des chiffres et des lettres pour les repérer, quoi. Et c'est avec ces fils et ces axes qu'on fait pratiquement qu'on fait toutes les implantations par la suite. C'est pour ça qu'il est très important à ce que ces chaises soient fixées de manière correcte, parce qu'il ne faut pas qu'ils bougent au fil de la construction. Parce que au cas où, par exemple, on ne procède pas à l'implantation de ces chaises, l'entreprise elle va faire les implantations directement sur place, mais par la suite, comme il y aura des travaux de terrassement, etc., c'est-à-dire que toutes ces implantations, elles vont sauter, elles vont être enlevées parce qu'il y a les terrassements, il y a d'autres travaux, etc. Par contre, le fait de faire des implantations, des axes et des fils sur les chaises, ça permet d'avoir une implantation fixe, une référence en fait fixe, jusqu'à l'achèvement de la construction. C'est pour ça que d'ailleurs, ces chaises ne doivent pas bouger pendant toute la durée de la construction. Généralement, elles sont fixées avec, on creuse des trous et puis on fixe les montants avec du béton carrément. Et elles sont faites en retrait par rapport aux limites du bâtiment pour ne pas entraver les travaux, parce que peut-être qu'il y aura le passage d'engins et également parce que les terrassements, par exemple, des semelles périphériques, ça va déborder par rapport aux limites de la maison. Donc, il faut que ces chaises soient installées en retrait de 1,50 m, voire 2 mètres par rapport aux limites de la construction pour ne pas entraver justement les travaux. Donc, lorsque les terrassements en fût, elles sont réalisés par l'entreprise, il faut absolument faire une chose, il faut absolument faire appel à un laboratoire pour se prononcer sur la nature du sol.
parce que toute la construction, elle ne peut pas, s'appuyer sur un terrain qui n'est pas bon. Si elle s'appuie sur un terrain qui n'est pas bon, par la suite, on va avoir, au fil du temps, on va avoir des tassements différentiels, donc des fissures, voire carrément des dégâts irréversibles, quoi. Donc, il est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font des économies sur des étapes, mais c'est une étape qui a une grande importance sur laquelle moi je me déconseille de faire des économies. Quand l'entreprise, déjà pour définir plus ou moins les profondeurs des semelles, elle va peut-être se baser sur les chantiers. S'il y a des chantiers à côté, voilà, donc il va essayer de s'informer un peu sur la profondeur du bon sol. Mais donc elle va faire un premier travail de terrassement enfoui, mais ces profondeurs sont à confirmer par un laboratoire, absolument. C'est vraiment important. Mais lorsque vous appelez le laboratoire, profitez-en pour le consulter sur deux choses. D'abord, pour le consulter, comme on disait, sur la nature du sol. Donc, pour soit qu'il nous confirme que le sol il est bon, soit qu'il nous conseille de continuer à creuser, par exemple, de 40, 50 cm, en tout cas pour atteindre le bon sol. Donc, ça, c'est la première consultation. Mais la deuxième, essayez de le consulter également sur la nature du sol que vous avez excavé. En fait, le sol issu de ces excavations, donc de ces terrassements, le consulter pour qu'il se prononce sur est-ce que le sol, est-ce que la qualité du sol, elle permet de le réutiliser pour le remblaiement autour des semelles et également sous le dallage. Parce que suite à ces terrassements, vous allez devoir remblayer autour des semelles. Généralement, les terrassements se font plus larges que les dimensions du béton. Et également pour faire les terrassements sous le dallage. Même si la nature du dallage, parce qu'il y a des dallages flottants, et quand c'est un dallage flottant, ça veut dire que le dallage ne s'appuie pas sur le sol, mais il s'appuie sur les langrines et sur les fûts de poteau, sur le béton. C'est-à-dire que le dallage, en gros pour simplifier, s'appuie complètement que sur le béton. Donc finalement, quelle que soit la nature du sol, ça ne dérange pas. Mais au cas où c'est un dallage qui n'est pas flottant, il faut absolument que la qualité du sol, il faut qu'elle soit confirmée par le laboratoire. Comme ça, si la qualité n'est pas suffisante, il faut aller chercher peut-être un tout-venant ou un autre matériau de meilleure qualité pour l'utiliser comme matériau de remblaiement.